Alors, nous allons débuter donc cette web par le quiz du mois. Je vous invite à réagir par le biais du chat pour, répondre. Et donc, première affirmation de ce quiz du mois, bonne nouvelle, en 2025, faute de budget, les charges sociales ne sont pas dues. Alors, à votre avis, c'est vrai, c'est faux? Là, je pense que tout le monde va être effectivement du même avis, même si c'était la période des fêtes de fin d'année, le Père Noël n'existe pas, malheureusement. Alors, c'est une question, c'est évidemment faux, mais c'est une question qui s'est posée au même titre que vous avez pu entendre parler sur nos voisins américains du shutdown, du fameux shutdown de l'administration, ça revient assez régulièrement en fin d'année, qui éteint entre guillemets, toutes les administrations. Bon, en France, on n'est pas tout à fait sur les mêmes réglementations et le gouvernement, malgré la censure qui est arrivée fin novembre 2024, a mis en place une loi spéciale qui permet quand même de d'éviter ce shutdown et d'éviter que la France ne fonctionne plus, quoi, en fait, hein, puisque globalement, le projet de loi de budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont essentiels au budget de la nation, puisque c'est ce budget, enfin, c'est ces deux lois qui permettent de récolter les recettes qui font tourner toutes les administrations et tous les services publics de France. Donc non, malheureusement, les charges sociales restent dues euh, sur 2025, malgré le fait qu'il n'y ait pas encore à ce jour de budget voté. Deuxième affirmation, faute de budget, notamment pour la sécurité sociale, c'est le budget 2024 qui va s'appliquer. Alors là aussi, vous êtes bien informé, puisqu'effectivement, c'est vrai. Et c'est vrai tout simplement parce que le gouvernement, avant de partir, a fait voter, enfin, le gouvernement démissionnaire, enfin, démis plus exactement, a fait voter une loi spéciale qui est venue proroger le budget 2024 jusqu'à ce que le budget 2025 soit adopté par le Parlement. Alors, encore une fois, avec la configuration politique dans laquelle nous sommes, ça pourra prendre quelques semaines, voire encore quelques mois, sous réserve qu'il n'y ait pas encore une nouvelle censure qui serait là pour le coup relativement compliquée à gérer, non seulement au niveau politique, mais surtout au niveau pratique, puisque même si le budget 2024 est reconduit, le fait qu'il y ait une censure empêche absolument toute modification de ce budget et empêche absolument toute nouvelle dépense qui ne serait pas dans le budget 2024, etc., etc. Troisième affirmation, un salarié protégé peut refuser la notification d'un avertissement. Alors, il y a une majorité de faux, et effectivement, c'est faux, puisque en fait, un salarié protégé, alors principalement les représentants du personnel, principalement les personnes en situation de maternité ou les femmes enceintes, par exemple, sont effectivement protégés. C'est pour ça qu'on les appelle salariés protégés, mais ils sont protégés contre le licenciement, et ce qui ne veut pas en outre dire qu'on ne peut pas licencier, mais qu'il y a une procédure particulière à mettre en pratique. En revanche, la notification d'un avertissement qui n'est que la traduction du pouvoir disciplinaire de l'employeur, elle ne nécessite pas l'autorisation ou l'acceptation du salarié en question, ne nécessite pas l'autorisation ou l'acceptation du salarié en question, et donc il ne peut pas refuser la notification d'un avertissement. S'il souhaite le contester, ce qui est possible, eh bien il devra saisir le Conseil de prud'homme et apporter des éléments qui viendront contester les griefs qui lui sont reprochés. Dans le même ordre d'idées, un salarié protégé
peut refuser la notification d'une mise à pied disciplinaire, car cela viendrait modifier ses conditions de travail. Qu'en pensez-vous? Eh bien, là, c'est un peu plus mitigé, un peu de vrai, un peu de faux. Eh bien, c'est également faux, puisque la Cour de cassation vient très récemment de confirmer que la mise à pied disciplinaire n'était ni une modification du contrat de travail, ni une modification des conditions de travail, et qu'en l'occurrence, bah, le salarié protégé ne pouvait pas refuser cette mise à pied disciplinaire, dans la mesure où c'était la simple expression du pouvoir disciplinaire de l'employeur auquel le salarié protégé est soumis. C'est-à-dire qu'un salarié protégé ne peut pas faire n'importe quoi dans l'entreprise au prétexte qu'il a un mandat. Évidemment, il y a une protection qui est un peu plus complète que pour un salarié normal, mais en revanche, ça ne l'autorise pas à faire n'importe quoi dans l'entreprise. Et donc, lorsque l'employeur use de son pouvoir disciplinaire et notifie au salarié protégé une mise à pied disciplinaire, et ben celui-ci on n'a pas à demander son avis. Cette mise à pied disciplinaire s'impose au salarié protégé qui, comme pour l'avertissement, devra saisir le conseil de prud'homme s'il souhaite, s'il entend la contester. Pour continuer dans la saga des salariés protégés, un inspecteur du travail peut refuser le licenciement d'un salarié protégé. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah, bien évidemment, c'est vrai, puisque si on demande, si on a une obligation de demander l'autorisation de licencier un salarié protégé à l'inspecteur du travail, c'est bien qu'il dispose d'un pouvoir de décision à ce sujet-là. Et il peut bien évidemment refuser le licenciement du salarié protégé, comme il peut l'autoriser. Alors, la loi encadre cette décision de l'inspecteur du travail qui ne peut pas prendre cette décision sur des motifs subjectifs, tout au moins en théorie. Il doit vérifier si les faits invoqués constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ou une faute grave, c'est-à-dire que ça soit des faits matériellement vérifiables et suffisamment importants ou suffisamment fautifs pour justifier la rupture du contrat de travail. Et il doit également, en parallèle, vérifier que la mesure de licenciement prise contre le salarié protégé en question n'a aucun lien avec le mandat, pour éviter toutes les problématiques de discrimination syndicale, par exemple. Alors ça, c'est la théorie juridique, c'est-à-dire que le Code du travail donne aux inspecteurs du travail cette mission-là. En pratique, vous avez peut-être pu constater que c'est un peu plus ésotérique et que des fois, les décisions des inspecteurs du travail sont assez surprenantes. Euh, et motivées des fois par des arguments qui sont un tout petit peu tirés par les cheveux pour éviter de donner une décision de licenciement, enfin un accord sur un licenciement d'un salarié protégé. C'est vrai que là, on est un peu soumis à une espèce d'arbitraire euh, qui est malheureusement la règle du jeu, entre guillemets, de la relation de travail avec les salariés protégés. C'est pas forcément normal, mais malheureusement, en pratique, ça se passe assez régulièrement comme cela. Autre affirmation, le Conseil d'État vient de censurer la législation autorisant la démission présumée d'un salarié en absence injustifiée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est faux, puisque c'est exactement le contraire. Le Conseil d'État vient de rejeter les recours contre le décret mettant en œuvre la démission présumée. Alors c'est un décret, pour un petit rappel, c'est un décret qui date d'avril 2023, qui est venu créer un problème là où il y avait des solutions, hein, puisque tout le monde se contentait bien du licenciement pour absence injustifiée. Et puis, pour sauvegarder les finances de Pôle emploi à l'époque et de France Travail maintenant, enfin, du régime d'assurance chômage, le gouvernement est venu mettre en place cette
pratique, cette procédure de démission présumée qui permettait de considérer un salarié comme démissionnaire s'il n'avait pas justifié de son absence valablement au bout d'un certain délai. Donc évidemment, ça avait été fait un petit peu rapidement et sans trop de concertation. Ce qui fait que ça a abouti à une levée de bouclier à la fois du côté des organisations patronales que du côté des organisations syndicales. Ça a abouti à la publication d'un question-réponse du gouvernement qui n'avait ni queue ni tête et qui allait au-delà de ce que prévoyait le Code du travail et la loi, notamment en décidant expressément que compte tenu de l'existence de cette procédure, on ne pouvait plus licencier pour absence injustifiée. Donc évidemment, il y a eu tout un tas de recours et depuis avril 2023, il y a eu quelques procédures menées par les entreprises, mais finalement, les entreprises ont continué à faire des licenciements pour absence injustifiée. Euh, le Conseil d'État, après un an et demi de réflexion, dans sa grande sagesse, est venu rejeter les recours qui ont été formés contre cette procédure de démission présumée. Et donc, cette procédure est validée sous quelques réserves et sous quelques obligations mises à la charge de l'entreprise, mais désormais, les entreprises pourront l'utiliser de manière un peu plus sécurisée. On y reviendra tout à l'heure. Autre affirmation, ne pas déclarer un avantage en nature sur le bulletin de paye peut constituer une situation de travail dissimulé. Est-ce que c'est vrai? C'est assez. Vos avis sont assez partagés. Vrai, faux, vrai. Eh bien, c'est vrai. Le travail dissimulé, de manière générale, c'est ne pas décompter les heures supplémentaires effectuées par vos salariés, c'est ne pas délivrer les bulletins de salaire, c'est ne pas déclarer vos salariés au moment de leur embauche, mais c'est également ne pas payer les cotisations sociales qui auraient dû être payées au regard de l'activité du salarié. Et dans ces conditions-là, un avantage en nature qui est tout simplement la fourniture d'un bien aux salariés à titre gracieux, doit, de manière fictive, être évalué pour pouvoir appliquer des cotisations sociales sur la valeur fictive de cet avantage en nature. Alors, avantage en nature, principalement, on parle d'une voiture, on parle d'un logement, on parle éventuellement de nourriture dans certains secteurs d'activité. Mais tous ces avantages que l'entreprise donne de manière gracieuse aux salariés doivent quand même faire l'objet d'une évaluation, doivent quand même faire l'objet d'une évaluation euh, pour que vous puissiez prévoir, enfin, précompter des cotisations sociales et les verser à l'URSSAF. Si vous ne le faites pas, eh bien, si vous ne le faites pas, vous rentrez dans la définition du travail dissimulé, définition du travail dissimulé qui est sanctionnée. On le verra également un petit peu plus tard euh, dans cet exposé. Autre affirmation, désormais dans certaines entreprises de 11 à 49 salariés, un dispositif de partage de la valeur peut être obligatoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux à votre avis? Alors là, vous êtes quasi unanime sur la réponse. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai et c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est depuis le 1er janvier 2025, dans certaines entreprises de 11 à 49 salariés qui euh, ont un résultat et un bénéfice net suffisant, euh, vous devez, vous devez mettre en place un dispositif de partage de la valeur, dispositif de partage de la valeur qui peut être soit une PPV, une prime de partage de la valeur, soit un accord d'intéressement ou un accord de participation, soit un abondement sur un plan d'épargne entreprise, par exemple. Mais ça sera une obligation. On va voir également un petit peu plus loin dans quelles conditions cette obligation va trouver à s'appliquer. Mais attention,
c'est quelque chose que les entreprises situées dans ce seuil de salariés devront bien avoir à l'esprit parce que c'est sur cette année 2025 que pour la première fois, elles devront mettre en place ce dispositif-là si elles n'en ont pas déjà un dans l'entreprise. Autre affirmation, un harcèlement sexuel d'ambiance peut être reconnu par les juges dans certaines situations. Alors un harcèlement sexuel d'ambiance, c'est un harcèlement qui n'est pas destiné à une seule personne euh, cible, mais qui crée une ambiance de harcèlement sexuel. Alors là, vous êtes également majoritaire à répondre vrai, et effectivement, c'est vrai. Les juges sont de plus en plus sévères avec toutes ces problématiques de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, etc., d'agissement sexiste, et resserrent vraiment la jurisprudence de plus en plus, euh, en définissant de manière de plus en plus restrictive ce qui peut être acceptable ou non dans le monde du travail, notamment sur toutes les problématiques de harcèlement sexuel, d'agissement sexiste, etc. On va voir en fin d'exposer un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui vient très précisément expliquer et décortiquer ce système du harcèlement sexuel d'ambiance et qui vient également sanctionner l'entreprise qui n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Euh, et enfin, dernière affirmation, aucune aide n'existe désormais pour l'embauche d'un apprenti. Alors, c'est faux, mais ça a bien failli être vrai, hein. Puisque le premier décret qui était en projet avant les fêtes de fin d'année, enfin qui a été présenté par l'ancien gouvernement Barnier, supprimait toutes les aides à l'apprentissage, comme le gouvernement Attal avait supprimé toutes les aides au contrat de professionnalisation depuis le 1er mai 2024. Donc ça a bien failli être vrai, et le gouvernement a quand même euh, rectifié sa copie et a présenté un projet de décret, alors pas le gouvernement Barnier, mais le gouvernement Bayrou, a présenté un nouveau projet de décret qui n'est pas encore sorti, mais qui est imminent, qui est annoncé pour le courant du mois de janvier, qui viendra non pas supprimer les aides à l'embauche des apprentis, mais qui vient substantiellement les réduire, notamment pour les entreprises de 250 salariés et plus. Donc voilà pour ce quiz d'actu de janvier 2025. Nous allons dès à présent aborder les thèmes d'actualité sociale qui commencent bien évidemment par quelques mots sur la censure, le nouveau gouvernement et le projet de budget. Le projet de budget qui est, comme vous avez pu l'entendre tout au long de ces péripéties, tout au long de ces semaines de péripéties, qui est absolument essentiel pour le fonctionnement du pays, tant pour son budget général, tout le fonctionnement des collectivités locales, territoriales, de l'administration, etc., que pour le fonctionnement de la sécurité sociale et de toutes les caisses associées, hein, accidents du travail, vieillesse, etc., qui nécessitent donc l'adoption tous les ans de deux lois, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Cette loi de finances aurait dû être adoptée avant le 19 décembre 2024. Vous avez tous suivi les péripéties du gouvernement Barnier, nommé en septembre et démis en novembre, puisque M. Barnier a tenté le coup du 49.3, hein, le fameux article de la Constitution qui permet de faire un vote de confiance devant le Parlement et qui permet surtout aux oppositions politiques de déposer des motions de censure. Donc la motion de censure qui avait été déposée à la fois par le Nouveau Front Populaire et puis par le Rassemblement national a rassemblé fin novembre 331 votes pour sur 577 députés, ce qui a fait que le gouvernement Barnier est tombé. Euh, pour l'anecdote, c'était une censure qui était purement politique, puisque la veille du vote de confiance, la commission mixte paritaire qui rassemble des députés de tous les bords politiques s'était mis d'accord sur
le projet de budget et que c'était la première fois en 15 ans que la commission mixte paritaire s'est mise d'accord sur un projet de budget. Ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune raison juridique ou technique à cette motion de censure. Cette motion de censure, donc, était purement politique. Le fait que le gouvernement Barnier soit tombé, bah, c'est très bien, mais ça satisfait le petit monde, le petit microcosme politique. Par contre, pour les actifs et puis pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué, puisque vous savez quand même qu'on est dans une situation économique un petit peu compliquée et que ça peut ne pas s'améliorer. Donc, cette censure n'a pas aidé le monde économique à relever un peu la tête. Ceci dit, après le gouvernement Borne, après le gouvernement Attal, après le gouvernement Barnier, comme promis, le président a renouvelé le personnel politique en nous donnant des nouvelles têtes, en nommant comme Premier ministre M. Bayrou. Voilà, M. Bayrou qui a fait également son gouvernement et qui doit déposer un nouveau projet de loi de finances pour 2025. Le Parlement aura 70 jours pour l'examiner. Ce projet de loi de finances ne peut pas être adopté avant 2025. Alors bon, on est en 2025, donc voilà, mais pour l'instant, il n'est toujours pas déposé. Et il ne sera pas encore déposé du fait que la session parlementaire n'a pas encore été ouverte et que le discours de politique générale de M. Bayrou aura lieu le 14 janvier. Donc d'ici au 14 janvier, il ne va pas se passer grand-chose. La seule chose qui s'est passée, c'est que le 20 décembre dernier, le président de la République a signé une loi spéciale pour reconduire le budget de 2024 en 2025 en attendant le vote du vrai budget de 2025. Alors cette loi spéciale, elle est autorisée par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances qui permet, pour éviter encore une fois la faillite de la sécurité sociale ou la faillite de l'État et pour permettre à l'État et à tous les organismes de lever l'impôt, de lever les cotisations sociales et de pouvoir emprunter et de pouvoir dépenser. Euh, Cette loi donc du 20 décembre 2024 est venue autoriser d'une part la reconduction du budget 2024 et d'autre part à tous les organismes, dont l'État, de pouvoir continuer à vivre pour éviter le fameux shutdown à l'américaine. Ceci étant, ce budget 2024 reconduit n'autorise strictement aucune marge de manœuvre ni aucune rectification. Donc il faudra de toute façon en passer par un projet de loi de finances, enfin par une loi de finances à la fois générale et une loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Et une fois que ce projet de loi sera déposé, eh bien il va suivre un parcours législatif classique au Parlement et on peut retomber dans le spectacle donné par le Parlement au cours de cet automne si jamais des compromis n'étaient pas trouvés. Alors, aux dernières nouvelles, le ministre du Budget et le Premier ministre semblent avancer sur un compromis avec le Parti socialiste, le Parti écologiste et le Parti communiste. Bon, ça reste quand même des compromis qui sont un petit peu fragiles et surtout qui ont de manière politique, déclencher la colère de LFI, de la France Insoumise, et qui vraisemblablement ne satisferont pas le Rassemblement national. Donc en fait, on peut de nouveau repartir sur une histoire de censure, sur une histoire de vote de confiance, et de nouveau repartir sur un gouvernement qui va se faire blackbouler, et de nouveau encore perdre du temps pour les entreprises, pour le monde économique. Étant précisé également que ce nouveau projet de loi va mettre environ 70 jours pour être examiné, c'est-à-dire à peu près 2 mois, sauf si les députés et les sénateurs trouvent un accord assez rapidement, mais bon, on verra bien. Et donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre un projet de loi de finances avant fin février, début mars, peut-être au plus tôt. Donc voilà pour un peu le mécanisme de cette censure et de ce projet de loi de finances. Donc après tout ça, il y a cette fameuse loi du 20 décembre qui vient
reconduire le budget 2024. Et comme je vous l'indiquais, cette loi vient assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des institutions, des services publics, en autorisant ces services publics à percevoir les impôts existants, en autorisant l'État à emprunter, puisque pour financer son train de vie, l'État emprunte tous les jours. C'est plus facile d'emprunter quand on est l'État que quand on est un particulier et qu'on va voir une banque, hein, ça, il n'y a aucun problème. Et autorise également la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, etc., l'ACOS, à emprunter et à dépenser, à lever les cotisations, à lever les impôts. Comme je vous le disais, ça ne peut pas durer très longtemps, cette loi spéciale, donc il va falloir qu'il y ait un vrai projet de budget et un vrai budget pour 2025 qui nécessite une adoption par le Parlement. Le Premier ministre a évoqué les chances de la mi-février, mais ça reste peut-être très très optimiste. Euh, et il est très probable que les textes qui seront votés le cas échéant prévoiront des mesures rétroactives au 1er janvier 2025. Alors ça va entraîner une autre problématique, puisque le Conseil constitutionnel, notamment sur les lois fiscales et les lois de finances, n'aime pas du tout la rétroactivité, puisque ça reviendrait à avoir engagé tout un tas d'acteurs, dont les entreprises, dont les particuliers, etc., sur des réglementations dont les règles du jeu n'étaient pas fixées et dont les règles du jeu vont être modifiées en cours de route. Et ça, le Conseil constitutionnel n'aime pas trop. Donc il va y avoir encore de la discussion juridique, il va y avoir encore de la perte de temps politique sur ce point-là, ce qui veut dire que bah, les entreprises devront serrer encore un petit peu les dents pour savoir à quelle sauce elles vont être mangées en 2025, notamment sur toutes les problématiques d'économie qui avaient été annoncées par le président de la République et commençaient à être mis en œuvre par le gouvernement Barnier sur l'assurance chômage, sur les allègements Fillon, sur les différents allègements sur les salaires, notamment au niveau de l'assurance maladie, au niveau des allocations familiales, etc. Donc tout ça, pour l'instant, tout a été gelé. On ne sait pas à quelle sauce les entreprises seront mangées sur 2025. Donc voilà pour cette petite aparté politique et budgétaire sur la situation que nous vivons. On va revenir à du terre-à-terre un peu plus concret avec un petit rappel sur cette fameuse procédure d'abandon de poste et de démission présumée. Donc cette fameuse procédure d'abandon de poste et de démission présumée a été évoquée par la loi du 21 décembre 2022 portant des mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Pardon, c'était la loi qui venait réformer l'assurance chômage et qui venait notamment essayer de trouver un certain nombre d'économies pour soulager l'assurance chômage euh, qui était un petit peu déficitaire à ce moment-là. Parmi ces mesures, le gouvernement avait fait passer cette démission présumée, qui est venue, comme je vous le disais en introduction, créer un problème là où il y avait des solutions, puisque lorsque vous avez dans vos entreprises un salarié qui se trouve en absence injustifiée, de manière générale, après on va pas parler ici des cas très particuliers qui peuvent se prononcer, mais de manière générale, vous le mettiez en demeure de justifier de son absence et faute de réponse de sa part, vous procédiez à un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée. De manière très schématique et encore une fois, sans prendre en considération tous les cas particuliers qui pouvaient se présenter. Donc ça, c'était simple, c'était facile, tout le monde y trouvait son compte, puisque le salarié qui était licencié pour faute grave, il allait voir le pôle emploi et il était indemnisé. Bon, c'était peut-être un peu trop simple, donc on a mis en place cette présomption de démission. Présomption de démission qui est venue être précisée par le décret 2023-275, qui a créé deux articles dans le Code du travail, l'article L1237-1-1 et l'article R1237-13 du Code du travail. L'article en L vient préciser le cadre, l'article en R vient préciser les détails. Donc trois événements
pour pouvoir déclencher cette procédure, premier événement, un salarié qui abandonne volontairement son poste. Quid de ce qui, du caractère volontaire de l'abandon ou pas, puisque en fait le salarié peut mettre en avant des motifs légitimes de cet abandon, mais on présume que le salarié qui vient plus travailler, encore une fois, hors quelques cas particuliers, a abandonné volontairement son poste. Enfin, personne ne lui a interdit de pénétrer dans l'entreprise. Donc, premier événement, le salarié qui doit abandonner volontairement son poste. Deuxième événement, l'employeur qui est confronté à cet état de fait doit mettre en demeure son salarié de justifier de son absence. C'est une étape indispensable. Il faut informer le salarié qu'il est en absence injustifiée et lui demander de reprendre son poste par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai fixé par l'employeur et qui ne peut être inférieur à 15 jours, comme le prévoit l'article en R du Code du travail. Donc ça, c'est le deuxième événement, la mise en demeure. Et troisième événement, eh bien, c'est l'absence de reprise de travail du salarié ou bien l'absence d'explication et de motifs légitimes à son absence par le salarié. Si on constate que le salarié n'a pas repris le poste et n'a pas justifié par un motif légitime son absence, eh bien, l'employeur peut prendre acte de la démission de ce salarié. Le salarié sera présumé démissionnaire, avec comme conséquence très basique, hein, première conséquence, la rupture de son contrat de travail. Deuxième conséquence, l'obligation quand même d'effectuer un préavis dans les conditions prévues par le Code du travail ou les conventions collectives applicables. Et troisième conséquence, aucune indemnité ne sera versée au salarié qui sera présumé démissionnaire et surtout, il n'aura pas droit aux allocations chômage. Donc c'est une procédure qui, à première vue, peut apparaître assez simple, sur lesquels il faut quand même faire quelques observations. Première observation, c'est pas une procédure qui a été mise en place pour les entreprises. C'est pas une procédure qui a été mise en place pour régler un problème de l'entreprise. C'est une procédure qui a été mise en place pour régler un problème de l'assurance chômage, c'est-à-dire pour éviter des prises en charge sur des licenciements absence injustifiés qui auraient été, par exemple, arrangés entre l'employeur et son salarié. Donc ça, c'est la première des choses. Attention, c'est pas une procédure qui a été mise en place pour l'entreprise. Et puis deuxième euh, chose, c'est que cette procédure a quand même mis en place quelques garanties pour le salarié. Et la première de ces garanties, comme nous le dit l'article en R 1237-13, c'est que le salarié peut se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission. Et le Code du travail nous donne quelques exemples. Raison médicale, le droit de retrait, l'exercice du droit de grève, etc., etc. Mais ce ne sont que quelques exemples qui ne sont pas limitatifs. Et si le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime, eh ben, ce motif légitime va faire tomber la procédure. Après, ce qui n'est pas précisé par les textes, c'est quand est-ce qu'il doit faire valoir ce motif légitime. Alors, a priori, c'est quand on l'a mis en demeure, mais est-ce que le salarié qui ensuite, en ayant saisi le conseil de prud'homme en procédure accélérée, puisque en fait, dans ce cadre-là, le Code du travail nous précise que la procédure va directement devant le bureau de jugement. Est-ce que le salarié ne pourra pas exciper de ce motif légitime à ce moment-là? Pour l'instant, on n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence à ce sujet-là. Mais donc voilà, on est sur une procédure qui est quand même un petit peu assujettie à quelques réserves, et donc il faudra manier avec précaution. Le Conseil d'État nous a donné un petit peu plus de modes d'emploi, mais il faudra quand même manier avec précaution et le réserver aux cas les plus simples. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas trop s'aventurer à mettre en place cette démission présumée, notamment pour des salariés protégés, puisqu'en fait, des salariés protégés, vous avez un tiers qui vient entrer dans la danse, qui sera l'inspecteur du travail, qui doit normalement donner son approbation à la rupture du contrat de travail
du salarié protégé à l'initiative de l'employeur. Alors là, on retourne un petit peu les choses parce que la démission présumée, on estime que c'est une rupture à l'initiative du salarié. Mais c'est le Conseil d'État qui prévoit ça. En pratique, il vaut mieux éviter cette procédure-là, tant qu'on n'a pas de jurisprudence très précise sur le sujet, avec les salariés protégés. Avec les salariés qui seraient en arrêt maladie de longue durée et dont le retour dans l'entreprise nécessiterait une visite médicale de reprise, puisqu'en fait, là, il pourrait effectivement mettre en avant des motifs médicaux. Euh, et enfin, avec tous les salariés qui pourraient avoir une protection de quelque sorte que ce soit. On pense notamment à une personne, à une femme enceinte par exemple, ou à une femme qui rentrerait de son congé maternité, qui bénéficie d'une protection. On pense à un jeune papa qui est en congé de paternité, qui bénéficie également d'une protection, etc., etc. Donc tout ça, attention, cette procédure a été validée par le Conseil d'État, mais c'est une procédure qui reste quand même un petit peu euh, au début de sa vie et qui reste à manier avec précaution. Alors, je vous parle du Conseil d'État, mais qu'a dit le Conseil d'État au final? Le Conseil d'État a apporté tout un tas de précisions dans sa décision du 18 décembre 2024 et est venu de manière très pratique écarter les recours à la fois des organisations patronales et des organisations syndicales pour différents motifs. Alors, du côté des organisations syndicales qui mettaient en avant le fait que le Code du travail ne prévoyait aucune des garanties prévues par la Convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail contre le licenciement. Euh, le Conseil d'État a balayé cet argument d'un revers de manche en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement ni d'une rupture à l'initiative de l'employeur, mais que le, ce type de procédure, cette présomption de démission, avait comme origine la volonté du salarié de démissionner et de ne pas travailler, de ne pas reprendre son poste. Donc en fait, le Conseil d'État considère que la rupture dans ce cadre-là est à l'initiative du salarié. Donc elle écarte les arguments des organisations syndicales. Elle écarte également les arguments des organisations patronales qui contestaient cette procédure en indiquant que le question-réponse du gouvernement qui avait été mis en œuvre au mois de juin 2023 interdisait le licenciement. Alors le Conseil d'État écarte aussi cet argument-là, puisqu'en fait le question-réponse en question, qui avait été effectivement publié en juin 2023, a été retiré par le gouvernement. Et donc le Conseil d'État dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce question-réponse, puisqu'en fait le gouvernement l'a retiré. Donc ça veut dire quand même entre les lignes et à contrario que la procédure de licenciement n'est pas interdite. Donc il est, enfin, il n'est pas imprudent de dire que l'employeur peut choisir soit entre la procédure de licenciement pour absence injustifiée dans ce cadre-là, si vous êtes sympa avec vos salariés en absence injustifiée et que vous souhaitez leur faire bénéficier de France Travail, soit la procédure de présomption de démission qui a comme conséquence la non prise en charge par l'assurance chômage. Donc ça, c'est plus pour les arguments théoriques qui ont conduit le Conseil d'État à écarter les recours des organisations patronales et des organisations syndicales. Par contre, dans cet arrêt, le Conseil d'État précise également trois points incontournables de la procédure. Premièrement, la mise en demeure du salarié doit expressément demander au salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste, du formalisme, que le délai fixé au salarié pour reprendre son travail ne peut être inférieur à 15 jours, et le Conseil d'État estime que ce délai de 15 jours est parfaitement raisonnable et qu'il n'y a aucune difficulté juridique à ce délai de 15 jours. Et enfin, que la mise en demeure doit préciser les conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise du travail, sauf motif légitime justifiant son absence. Les conséquences, c'est à savoir la démission présumée et l'absence de droit à l'assurance chômage. Donc tout ça, c'est un formalisme que le Conseil d'État impose aux employeurs qui souhaiteraient mettre en place cette procédure de présomption de démission. Euh, donc il faut que sur les mises en demeure, il apparaisse ces
point incontournable de la procédure pour pouvoir poursuivre valablement cette procédure de présomption de démission. Ceci étant, un an et demi après, on est à la fin de la saga relatif à ce texte qui est désormais validé donc par le Conseil d'État et que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, vous pouvez utiliser de manière parallèle au licenciement pour absence injustifiée. Bien évidemment, attention, il y a quand même toute ce formalisme autour de ce système de présomption de démission qui doit être respecté. Donc voilà quels sont euh, les quelques mots que je souhaitais vous dire sur ce système-là. Et nous allons maintenant passer à un autre sujet qui est plus l'actualité sociale, euh, notamment sur les aides à l'apprentissage. Alors sur les aides à l'apprentissage, quelques changements sont envisagés. Alors quand on dit envisagé, c'est parce que le décret pour l'instant n'est pas sorti. Seul le projet de décret est sorti et il est moins réducteur que ce qui était prévu avant les fêtes, puisque avant les fêtes, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, il était prévu de supprimer totalement les aides à l'apprentissage. Donc là, le gouvernement a changé un petit peu son fusil d'épaule pour satisfaire un petit peu les partenaires sociaux et a reconduit l'aide ou a manifesté son intention de reconduire l'aide, mais en la réduisant. Pour l'instant, le projet de décret existe, il n'a pas encore été publié et le gouvernement l'annonce pour mi-janvier. Donc ça ne saurait tarder, dans les jours qui viennent, normalement ce décret va sortir. Donc pour l'instant et jusqu'à la publication du décret, on reste sur les mêmes montants que précédemment, c'est-à-dire 6 000 euros au titre de l'aide pérenne pour l'apprenti préparant un diplôme de niveau 7 dans les entreprises inférieures à 250 salariés, pas d'aide dans les autres cas, sauf quelques exceptions et conditions particulières, notamment pour les entreprises supérieures ou égales à 250 salariés. Il y a un petit signet qui est inversé. Ça, c'est ce qui s'applique jusqu'à la publication du décret. Et à compter du lendemain de la publication du décret, le montant de l'aide au contrat d'apprentissage sera de 6 000 euros lorsque l'apprenti sera en situation de handicap. Donc ça, c'est vraiment réservé à des cas particuliers. Il sera baissé à 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés, quel que soit le niveau de diplôme préparé. Et il sera abaissé à 2 000 euros pour les entreprises de 250 salariés et plus, quel que soit le niveau du diplôme préparé, mais là encore, sous les conditions de respect d'une proportion d'apprentis dans l'effectif, les mêmes que celles qui existaient jusqu'à présent. Donc, on voit que l'aide à l'apprentissage va quand même être nettement réduite pour une grande partie des entreprises de l'État, passer de 6 000 à 5 000, passer de 6 000 à 2 000. Bon, l'objectif affiché du président de la République lors de la dernière élection présidentielle, c'est d'avoir 800 000 apprentis sur le mandat. Là, pour l'instant, a priori, on en est à 300 000, donc il en manque un petit peu. C'est pas sûr que cette réduction de l'aide encourage les entreprises à investir dans l'accueil d'apprentis. Ceci étant, voilà, donc nous attendons le décret pour la mi-janvier, mais globalement, c'est ces aides-là c'est ces montants-là qui seront finalisés dans le décret, puisque le ministère de l'Économie a transmis cette information le 2 janvier 2025 et que les projets de décret ont été transmis à tous les organismes étatiques qui doivent vérifier la validité de ce type de décret. Donc en fait, on est à peu près sûr que ces montants-là seront pérennisés par le décret à attendre. Alors au-delà de l'aide à l'apprentissage, d'autres modifications sont arrivées avec la nouvelle année. Euh, En bref, quelques petits points
particulier. Premièrement, le rapport annuel 2023 de l'assurance maladie sur les risques professionnels a été publié. Alors vous verrez, on vous met le lien dans le support que nous vous transmettrons. C'est assez intéressant. Alors il fait quand même plus de 200 pages, hein, donc si vous avez des insomnies, ça peut être très sympa. Mais c'est assez intéressant en synthèse, puisqu'on y apprend que le nombre de sinistres, alors le nombre de sinistres, c'est accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet, a baissé depuis le Covid, et donc par rapport aux chiffres de 2019, a baissé de 13% quand même. Toutefois, les accidents de trajet et de travail mortels ont augmenté. Euh, Avec plus de la moitié de ces accidents du travail, qu'ils soient mortels ou non, causés par les manutentions manuelles, euh, avec une augmentation systématique et marquée des accidents de trajet en bicyclette et en trottinette, signe de l'ère du temps, hein, puisque c'est un mode de transport qui se développe, mais qui a augmenté quand même de 5,1% en 2023. Et surtout, les maladies professionnelles bondissent de plus de 7%. Euh, donc, il y a un rapport qui est un petit peu mitigé, euh, qui se termine par un bilan financier qui prévoit des charges en hausse de 6% environ sur la problématique des risques professionnels et qui annonce vraisemblablement des hausses du taux d'accident du travail pour 2025, des taux collectifs, même si pour l'instant rien n'est publié, puisque en fait ces hausses de taux doivent être prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui pour l'instant n'est pas voté. Donc pour l'instant ce sont les taux 2024 qui sont reconduits sur 2025 euh, et taux 2025 qui, lorsqu'ils seront publiés, seront applicables au premier jour du trimestre civil suivant la publication. Donc pour l'instant, les entreprises échappent à ces augmentations de taux lorsqu'elles sont uniquement en taux collectif, et c'est tant mieux. Quelques modifications également au niveau des URSSAF, puisqu'il y a un certain nombre de paramétrages qui changent au 1er janvier 2025, même si, encore une fois, toute la réforme de l'allègement Fillon et toute la réforme des exonérations de cotisations, d'allocations familiales et de maladies sont également gelées du fait que le projet de loi de finances de la sécurité sociale n'est pas paru, hein, n'existe pas. En revanche, il y a quand même quelques paramétrages, notamment de la réduction Fillon et notamment du fameux paramètre T qui, dans la formule, évolue chaque année, qui, eux, sont modifiés. Donc là, c'est pareil, on vous a mis le lien pour aller à la page de l'URSSAF qui prévoit cette modification de taux, étant précisé qu'en général et qu'en principe, les logiciels de paye sont paramétrés et sont mis à jour à ce sujet-là. Et puis, pour finir avec ces brèves, un rappel sur le régime, sur le mécanisme de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés, qui vient mettre à la charge des entreprises de manière obligatoire la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur lorsque cette entreprise a réalisé un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Et cette loi prévoit que les 3 premiers exercices à prendre en considération sont les exercices 2022, 2023 et 2024. Ce qui veut dire que si votre entreprise de 11 à 49 salariés a réalisé un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant ces 3 exercices consécutifs, vous avez l'obligation en 2025 de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Ce dispositif de partage de la valeur, ça peut être une PPV, une prime de partage de la valeur, l'ancienne prime Macron. Ça peut être un accord d'intéressement ou un accord de participation. Et ça peut être la mise en place d'un PEE, d'un plan d'épargne d'entreprise, avec un abondement de l'entreprise. Pour rappel, accord d'intéressement participation, pour le mettre en place sur l'exercice 2025, vous disposez d'un délai qui va jusqu'au 30 juin 2025 pour respecter le caractère aléatoire de ce type d'accord. En tout état de cause, si vous êtes dans cette situation-là, il faut réfléchir
à la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur, dans la mesure où, d'une part, c'est une obligation, et d'autre part, il peut y avoir des sanctions à ce sujet-là, notamment des réclamations de salariés ou des sanctions de l'URSSAF qui viendraient constater, ou de l'inspection du travail, qui viendraient constater qu'il n'existe pas ce type de dispositif dans votre entreprise. On va terminer cette webconférence par quelques jurisprudences. La première étant sur l'oubli de mentionner un avantage en nature sur la fiche de paye. Donc on est dans le cas d'un salarié qui était employé dans un centre de contrôle technique, centre de contrôle technique qui fournissait à cet employé un petit appartement de 45 mètres carrés au-dessus du centre, sans que, alors d'une part à titre gracieux, et sans que la fourniture de cet appartement ne soit indiquée sur le bulletin de paye qui lui était remis. Le salarié a été licencié et a contesté son licenciement, mais ce n'est pas la problématique de cet arrêt de la Cour de cassation, a contesté son licenciement et surtout a réclamé une indemnité au titre du travail dissimulé du fait que cet avantage en nature n'était pas euh, apparent sur le bulletin de paye qui lui était remis et qu'en conséquence, aucune cotisation sociale n'avait été versée à l'URSSAF au titre de cet avantage en nature. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sanction de travail dissimulé, c'est une sanction pénale, mais bon, ça c'est un peu accessoire, mais c'est surtout une sanction prud'homale, puisqu'en fait, le salarié peut réclamer 6 mois de salaire de manière forfaitaire au titre du travail dissimulé. Euh, L'article L 8221-5 du Code du travail définit ce qu'est le travail dissimulé et nous dit notamment qu'il est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives au salaire ou aux cotisations sociales assis sur ceci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Or, quand il y a un avantage en nature, il doit y avoir des cotisations qui sont calculées sur la valeur fictive de cet avantage en nature. En l'occurrence, les juges ont jugé que la mise à disposition d'un logement à titre gratuit était bien constitutive d'un avantage en nature, qu'il devait à ce titre être évalué pour être soumis à cotisation sociale, qu'il n'a pas été évalué, qu'il n'apparaissait pas sur les bulletins de salaire. Et la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait de manière intentionnelle dissimulé cet avantage, euh, et qu'en l'occurrence, l'infraction de travail dissimulé était caractérisée. Donc le salarié a pu percevoir, en plus de son logement gratuit pendant les quelques années qu'il a travaillé dans ce centre de contrôle technique, a pu percevoir 6 mois de salaire au titre de l'indemnité de travail dissimulé. Attention sur les avantages en nature, attention à bien le mettre sur le bulletin de salaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, principalement les avantages en nature, c'est le logement, c'est le véhicule, c'est les repas lorsqu'ils sont fournis par l'entreprise. Alors ça concerne plus le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et ça peut être, dans un certain nombre de cas, les outils numériques, même si l'URSSAF est beaucoup plus souple à ce sujet-là et ne s'attarde pas trop sur les outils numériques, notamment le téléphone portable, notamment l'ordinateur. Mais normalement, ce sont également des avantages en nature, lorsque le salarié, évidemment, peut les utiliser à titre personnel. Donc voilà sur ce premier arrêt de jurisprudence. Deuxième arrêt de jurisprudence sur les salariés protégés. Un salarié protégé dans un McDonald's d'Aubagne a reçu, pour avoir effectué une faute qui n'est pas précisée par l'arrêt de la Cour de cassation, une mise à pied de 5 jours. Il a contesté cette mise à pied de 5 jours en indiquant que, étant donné que pendant la mise à pied, il ne percevait plus son salaire, ce qui est le propre de la mise à pied, cette mise à pied emportait modification du contrat de travail. Et que la loi interdit d'imposer une modification du contrat de travail ou un changement des conditions de travail à un salarié protégé dès lors qu'il n'est pas d'accord.
Euh, Bien, la Cour de cassation, pour la première fois, parce qu'il y avait des décisions antérieures qui étaient un petit peu contradictoires à ce sujet, mais la Cour de cassation, pour la première fois, vient de manière claire et précise décider que la mise à pied disciplinaire du salarié protégé, d'une part, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel, et d'autre part, n'emporte ni modification du contrat de travail, ni changement des conditions de travail. Elle ne vient pas examiner les faits de cette espèce, elle vient donner un principe. C'est-à-dire que par principe, la mise à pied disciplinaire n'emporte ni modification du contrat de travail, ni changement des conditions de travail, et n'est que l'expression du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Et en conséquence, cette mise à pied disciplinaire n'est pas subordonnée à l'accord du salarié protégé. Donc en l'occurrence, la Cour de cassation a confirmé cette mise à pied disciplinaire et a renvoyé le délégué syndical du McDonald's d'Aubagne dans ses 6 mètres. Euh, Quelques petites précisions quand même au sujet de tout ce qui concerne le droit disciplinaire. N'oubliez pas que lorsque vous êtes une entreprise qui est assujettie à l'obligation d'avoir un règlement intérieur, c'est-à-dire que vous avez 50 salariés et plus, votre règlement intérieur doit impérativement prévoir la possibilité de notifier une mise à pied disciplinaire et doit impérativement prévoir la durée maximale de cette mise à pied disciplinaire. À défaut, vous ne pourrez pas utiliser cette sanction. Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, vous n'êtes pas assujetti à cette obligation du règlement intérieur, donc là, il n'y a pas de problématique. Mais à plus de 50, attention au contenu de votre règlement intérieur qui doit être précis sur l'échelle des sanctions. Et enfin, nous allons terminer cette webconférence par le fameux arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2024 qui vient restreindre les, comment dire, les, enfin, qui vient de manière sévère euh, caractériser le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Alors, nous sommes dans le cas d'une ingénieure d'études et développement qui a été embauchée dans une entreprise et qui a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle. La salariée conteste son licenciement et soutient devant les juges avoir été victime de harcèlement discriminatoire. Euh, Harcèlement discriminatoire qui ne visait pas forcément sa personne, mais qui créait un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant, et qui portait atteinte à la dignité, notamment des femmes. Donc tout d'abord, pour pouvoir faire ça, il y a un régime de preuve un petit peu aménagé, puisque pour aboutir au harcèlement sexuel, c'est au salarié de présenter des faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste. Là, la personne en question, la salariée en question, a invoqué des agissements sexistes d'un groupe de collègues travaillant en open space. Elle a versé au débat copie des échanges de mails intervenus entre plusieurs collègues à teneur sexuelle, comportement des photographies érotiques ou pornographiques, accompagnés de commentaires graveleux, etc., etc. Et surtout, euh, démontrant qu'il existait dans l'entreprise un relâchement de nature à mettre mal à l'aise l'ensemble des femmes de l'équipe. Donc la cour d'appel a constaté que que la salariée a établi l'existence de ces propos sexistes et d'agissements à caractère sexiste et sexuel, qui ont porté atteinte à la dignité des femmes de la sienne et a créé un environnement hostile, dégradant, humiliant, offensant. Et une fois que la salariée a présenté des faits laissant présumer à ce harcèlement, c'est à l'employeur de jouer et c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'était pas, que ces faits n'étaient pas constitutifs de harcèlement et surtout qu'il avait tout fait pour les éviter. Et c'est là où ça pêche un petit peu, puisque la société a répliqué qu'une enquête interne avait été diligentée et qui avait conclu à l'absence de tout comportement misogyne. Simplement, la Cour d'appel a constaté que cette enquête euh, laissait un petit peu à désirer, tant dans la méthodologie que dans ses résultats, et que les éléments invoqués par l'employeur étaient insuffisants pour écarter de l'existence d'un harcèlement discriminatoire.
Donc par conséquent, le harcèlement discriminatoire était caractérisé et la salariée en question a pu obtenir un certain nombre d'indemnisations et de dommages et intérêts à ce titre-là. Alors, l'intérêt de cet arrêt de la Cour d'appel, c'est que jusqu'à présent, le harcèlement sexuel, c'est un harcèlement qui devait viser une personne en particulier, qui était la cible de ces agissements. Là, la Cour d'appel n'exige pas que ça soit la personne plaignante qui soit la cible de ces agissements, mais il suffit qu'il y ait une ambiance d'agissement sexiste, une ambiance de harcèlement sexuel, qui mettent mal à l'aise la personne pour pouvoir caractériser ce harcèlement. Attention, ça veut dire que la jurisprudence est de plus en plus sévère avec ces, comment dire, ces faits dans le monde du travail et que en fait tous ces faits-là de harcèlement sexuel ou même d'agissement sexiste n'ont plus leur place dans les entreprises, n'ont plus leur place dans le monde du travail. Donc là aussi, ça va nécessiter pour les entreprises qui n'auraient pas travaillé sur le sujet de se mettre un petit peu en conformité, notamment avec leur référent harcèlement sexuel, harcèlement moral, qui, pour rappel, est obligatoire dans les entreprises de 250 salariés et plus. Là, c'est l'entreprise qui le nomme et qui est obligatoire dans les CSE de toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un CSE, ce CSE doit nommer en son sein un référent harcèlement. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ces webconférences de ce soir. Euh, la prochaine webconférence est fixée au 13 février prochain. Et en conséquence, la web de ce soir est terminée. Et je vous souhaite une très bonne soirée.